Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de notre podcast WordPress on Air. Rachel, Simon, Jean-Baptiste, moi-même et aujourd'hui notre invité Maxime sommes ravis de partager avec vous les dernières news WordPress et également un débat qui, je l'espère, sera animé autour de la fameuse extension Advanced Custom Field ou pour les intimes ACF. Cette extension a-t-elle fait le succès de notre CMS préféré? Vous allez entendre l'avis de tous nos chroniqueurs et peut-être vous convaincront-ils et vous feront changer d'avis à ce sujet. Waouh, c'est parti! WordPress. That's really cool. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. Donc au sommaire de ce nouveau numéro, donc nous aurons tout d'abord la revue de presse, donc pas mal de news ce mois-ci, ça fait bien plaisir. Ensuite, nous débattrons effectivement, comme tu l'as dit, avec notre invité Maxime Bernard Jacquet autour d'ACF. Voilà, tu l'as annoncé, a-t-il fait le succès de WordPress? Nous enchaînerons ensuite avec l'astuce du mois animée par Rachel concernant les patterns sur Gutenberg. Nous enchaînerons ensuite avec la Minute Meetup et nous finirons par le sommaire du prochain numéro. Donc a-t-il fait le succès de WordPress? On parle d'ACF, hein, pas de Maxime. C'est à débattre aussi, mais c'est à débattre aussi. Ah, ça peut faire débat. Ça peut faire débat. Je serais moins catégorique sur la deuxième quand même. Jingle. Alors, pour ces news, on parle d'un recrutement un peu particulier chez Yoast. Un recrutement particulier chez Yoast, ouais, tout à fait, assez particulier puisque Yoast recrute deux nouvelles personnes. Pour une fois d'ailleurs pas en télétravail puisque Yoast n'est pas en télétravail majoritairement, ils sont dans leur ville de Vigen, je sais pas comment ça se prononce. Du coup, ils recrutent à travers le monde en fait deux nouvelles personnes qui seront à 100% rémunérées pour contribuer au cœur WordPress et en particulier à Gutenberg, donc au projet Gut. Donc voilà, si vous souhaitez être tout simplement à plein temps pour travailler sur Gutenberg et développer ce projet, vous pouvez candidater chez Yoast qui ouvre ses postes. Voilà, c'est une entreprise qui marche bien et c'est des postes relativement bien payés a priori. Ça intéresse quelqu'un? Max peut-être? Non? J'ai pas le niveau en React, même si je me débrouille. Ouais, J'ai pas le temps surtout. C'est du plein temps. C'est le charge fouetté pour l'instant. Je te vois mal salarié. Ouais, je l'ai jamais été, donc je pense que c'est trop tard, mais ça aurait pu être une expérience super intéressante. T'imagines, tu bosses à plein temps pour améliorer WordPress, ça doit être méga cool quand même. Carrément. Tout en profitant des goodies de Yoast et de toutes les soirées Yoast, ouais, ça peut être sympa. Alors les goodies, après, je sais pas, il faut aimer le truc waffle ou je sais plus ce que c'est leur gâteau là. On passe à la suite. WordPress 5.4.2 est sorti il y a maintenant 15 jours. Je voulais parler rapidement, même si tout le monde a mis à jour depuis 15 jours maintenant, d'un petit bug du coup qui a été corrigé, qui est un bug qui est survenu dans WordPress 5.1 et qui permettait du coup de spammer les commentaires en attente de modération, c'est-à-dire de faire référencer dans Google des commentaires qui étaient en attente de modération. Donc vous savez, quand vous êtes le gérant d'un site internet et que vous avez je ne sais pas combien de commentaires en attente de modération qui sont pour la plupart du spam et que vous laissez de côté, parfois au bout d'un moment, en fait, via une petite faille qui n'est pas une faille de sécurité mais plutôt une faille de code, du coup, depuis WordPress 5.1, les personnes pouvaient, si vous laissiez ces commentaires en attente de modération, les référencer sur Google et donc référencer le fait que vous faisiez un lien vers leur site internet. Donc, c'était une bonne méthode de spam. Et puis d'ailleurs, quand j'ai annoncé sur Twitter le fait que c'était corrigé, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit « Ah, voilà une variante de mon spam bot qui ne marchera plus. » Ça veut dire qu'il en a d'autres. Reste à les trouver. Est-ce que ça peut avoir une influence sur un site admettons que ton site il a été utilisé pour ça. Donc, tu as eu une cinquantaine de commentaires spam qui tu t'en es pas occupé, ils sont donc en attente. Et donc les URL sont visibles, en fait, et référencées par Google. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif? Alors là, c'est peut-être pas une question technique, mais plus une question SEO, référencement. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif
sur ton site, le fait que tu fasses des références à un site pour des pastilles bleues ou pour des pompes. Bah, franchement, oui, c'est pas cool. C'est pas cool pour ton référencement parce que c'est des liens qui partent ailleurs et que tu veux pas forcément qu'ils partent là-bas d'ailleurs. Donc c'est pas cool dans tous les cas. Par contre, je précise juste que depuis que ça a été patché, du coup, même les commentaires qui existaient déjà, du coup, sont tous niqués, hein. Pardon, ils sont tous, enfin, il y a plus rien qui marche. Les liens, du coup, sont plus accessibles. Ça a vraiment corrigé de partout. Donc, on a fait un check côté Google parce que c'est bien. Maintenant, il y a des gens qui travaillent chez Google qui contribuent à WordPress, donc on a un peu des infos. Et il y avait plus de 700 millions d'URL quand même qui se retrouvaient dans les moteurs de recherche. Donc, bon, voilà, ça représentait quand même pas mal d'URL. D'accord. Et il n'y avait pas déjà des choses qui faisaient que les commentaires étaient en nofollow ou en noindex par défaut? Ouais, mais tu sais, nofollow, noindex, c'est suivi par les moteurs de recherche s'ils le veulent en fait, hein. D'accord. Allez, news suivante. On continue un peu avec le SEO, puisque du coup, WordPress 5.5 qui sort donc le 11 août prochain, intègre 3 features as plugins, c'est-à-dire des fonctionnalités qui sont assez imposantes et qui ont été développées sous la forme d'extensions avant d'être intégrées dans le cœur. Donc, il y a les mises à jour automatiques des thèmes et des extensions. Ça, j'en ai déjà parlé parce que je me suis occupé du projet. C'est bon, ça a été mergé dans le cœur. Le lazy load des médias, pareil, ça a été mergé. Donc, c'est dans le cœur et c'est dans 5.5. Et là, on en a une nouvelle fonctionnalité, donc la troisième et dernière, qui vient d'être mergée là, il y a quelques jours. Et c'est les sitemaps.xml qui, du coup, seront natifs à partir de maintenant. Et bien sûr désactivables. Et bien sûr, si vous avez déjà des sitemaps parce que vous utilisez Yoast, parce que vous utilisez SEOpress ou n'importe quelle autre extension de référencement, dans ce cas-là, ça continuera à utiliser votre sitemap à vous et pas celui du cœur WordPress. L'objectif, c'est de proposer un petit sitemap par défaut, basique, qui permet au minimum en fait, d'optimiser un petit peu les sites pour le référencement. Bien sûr, si votre site a l'option ne pas être visible pour les moteurs de recherche, du coup, dans ce cas-là, le sitemap.xml ne sera pas généré. D'accord. Donc quelqu'un qui a rien fait, qui n'a pas ouvert son Search Console, qui a installé Yoast et qui dit ok, j'active le sitemap. Le fait d'avoir cette nouvelle version de WordPress, il va avoir un sitemap qui va s'appeler pareil, non? Sitemap.xml. Ça va venir se ranger ailleurs? Comment ça se passe? Ouais, ça s'appellera, c'est WP Sitemap en fait. D'accord. Le sitemap par défaut, natif. Et de toute façon, toutes les extensions en fait désactivent déjà, parce que, en tout cas, Yoast a les moyens de savoir ce qui se passe dans le cœur, hein, évidemment. Et donc, ils ont déjà désactivé le sitemap du cœur WordPress. D'accord. La désactivation, c'est simple, c'est un petit filtre, voilà. De toute façon, comme pour chaque nouvelle fonctionnalité de WordPress, vous allez voir fleurir les Disable Core Sitemap et autres extensions permettant de désactiver la fonctionnalité. Ou Classic Sitemap, peut-être, je sais pas. On verra. News suivante. On parlait un petit peu de Gut avec une nouvelle fonctionnalité plutôt sympa qui est sortie aujourd'hui dans l'extension, donc dans la version extension. C'est l'édition des images directement dans l'éditeur. C'est-à-dire que vous êtes dans l'éditeur et vous pouvez faire des rotations, du crop, donc du recadrage, en fait, finalement, tous les filtres possibles, directement les appliquer sur vos images, sur vos médias depuis l'éditeur, ce qui permet du coup de gagner un petit peu de temps et puis de profiter aussi de l'interface de l'éditeur, parce que c'est vrai que la média modale, c'est pas le truc au top de la modernité. Donc voilà, un petit rafraîchissement et puis en même temps une fonctionnalité bien sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un truc que moi j'aime beaucoup, donc tout ça, ça arrivera dans WordPress 5.5, hein, voilà, en août. Le multi-block formatting, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner plusieurs blocs d'un coup et modifier en fait leur option de formatage, type par exemple la couleur de fond, la taille de police, etc. Vous sélectionnez plusieurs paragraphes, plusieurs blocs paragraphes et tous les modifier d'un coup. Et le troisième et dernier truc qui est sorti du coup aujourd'hui par rapport à Gutenberg, c'est le block directory, qui est une fonctionnalité assez costaud, puisque du coup ça permet en fait, si c'est activé en tout cas, de rechercher des blocs et donc d'intégrer des blocs directement depuis l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez aller dans le bloc directory, commencer à saisir par exemple
je sais pas moi, bloc FAQ par exemple, pour une foire aux questions. Du coup, vous allez avoir la liste des extensions qui proposent un bloc FAQ, notamment dont l'extension de Maxime. Je crois que tu as un bloc FAQ, non? Plutôt testimonial et Testimonial. Bah voilà. ouais. Témoignage, donc tu vas taper témoignage et tu auras l'extension de Maxime avec les 40 autres extensions qui proposent le bloc testimonial et qui vont Et ça- remonter. Tu pourras installer et ça installera l'extension directement depuis l'éditeur. C'est génial. Et du coup, c'est automatique pour les créateurs de plugins. C'est-à-dire que mes blocs qui sont déjà déclarés dans le plugin, le WordPress Framework sera capable de les détecter et de les référencer. Ouais, tout à fait. Donc pour les éditeurs d'extension, la façon en fait de vérifier que ça va être fonctionnel pour vous, c'est d'aller sur la page de l'extension et de vérifier que sur la page, il y a bien écrit ce bloc contient, enfin cette extension Plugin. contient X blocs. Si les blocs sont listés sur la page de l'extension sur WordPress.org, ça veut dire qu'ils vont être récupérés dans le bloc directory. C'est génial. À propos de Gutenberg, je continue avec Gut et avec notre ami Riyad Benguela qui a sorti un super projet en solo, tranquille, peinard le gars. Il avait trop de temps, donc il a développé une fonctionnalité d'édition collaborative pour Gutenberg, c'est-à-dire qui permet à plusieurs auteurs d'éditer en même temps la même publication, le même document, comme dans Google Docs finalement. Donc c'est du lourd. Il y a du taf, je pense, derrière, voilà, pour gérer les collisions, etc. Donc ça s'appelle ASBlock et vous pouvez tester cette extension. Voilà, assez prometteur. Bien sûr, c'est pas utilisé dans beaucoup de cas, mais on peut avoir des cas d'utilisation collaborative, hein, pourquoi pas. Alors, du coup, une news plus communauté avec le WordCamp Europe qui a eu lieu en ligne, évidemment, pour les causes qu'on connaît, qui a eu lieu en ligne et qui a réuni quand même 8600 participantes et participants, ce qui est énorme. Hein. Bien sûr, c'est le record pour les WordCamp Europe. Après, c'est un WordCamp Europe en ligne, donc le monde entier pouvait contribuer, participer. Et quand même, à noter qu'il y avait 2500 personnes qui ont participé au Contributor Day, donc à la journée de contribution, ce qui est complètement énorme, hein, qui explose tout. Sur la team Accessibility, on était une trentaine de personnes. C'est carrément le record pour l'équipe d'accessibilité. 30 personnes, c'est carrément le record historique. Mais il y a d'autres teams où ils étaient vraiment des centaines et des centaines à n'importe quelle minute de la journée. Donc voilà, super cool, une grosse réussite. Et voilà, ça montre que les événements en ligne fonctionnent très bien. Dernière news, parce que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Dernière news, tout simplement pour annoncer que le bureau de l'association WPFR a été reconduit à l'issue du vote. Donc on garde notre chère présidente Valérie. Coucou Valérie, si tu nous écoutes. Et Amaury Balmer également, bien sûr, et Julio Potier, qui restent tous les trois, donc président, secrétaire et trésorier du bureau de l'association WPFR. Merci JB. Jingle. Allez, c'est le moment d'accueillir concrètement notre invité Maxime. Si tu veux, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux, avant qu'on lance le débat et le sujet, te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais dans la communauté, ce que tu fais autour de WordPress, et puis autre si tu as envie, ou tu pars en vacances, etc. Mais surtout sur un... Ok, avec plaisir. Je vais essayer de pas être trop long, hein, c'est pas le but. Je m'appelle Maxime, je suis aujourd'hui surtout formateur web grâce à deux de mes sites. Le premier c'est WP Chef, c'est de la formation pour les débutants qui veulent pas toucher du code. Et l'autre c'est Capitaine WP où là j'accompagne plutôt des agences à migrer vers WordPress et avoir des bons process. Ou d'ailleurs j'y propose une petite formation ACF au passage. Qu'est-ce que je fais dans WordPress? Je traduis ACF, c'est la plus grosse contribution que je fais. C'est vrai que j'ai pas fait trop de contributions ces derniers temps. Je participe au WordCamp, je fais des petites conférences de temps en temps. Et là, avec ACF 5.9 qui va arriver, il y aura pas mal de nouvelles traductions à faire d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais du WordPress? On a entendu tout à l'heure que tu avais développé un peu pour Gut, donc tu développes. T'as combien d'extensions à ton actif? Ouais, je fais du WordPress depuis 2009 quand je l'ai découvert pour faire des sites administrables pour mes clients. J'ai arrêté de faire des clients en 2015 pour faire mes petits projets startup. Donc là, ça fait plus de 10 ans que je fais du WordPress, que j'en bouffe presque tous les jours.
J'ai deux, trois petites extensions. Ouais, j'ai surtout celle qui permet que de parler tout à l'heure JB pour faire des blocs. Il y a un peu de tout. Il y a un bloc pour afficher un plugin, pour le présenter, pour faire des messages d'alerte, pour mettre en avant un texte en rouge, en vert, en bleu, attention, etc. Un sommaire aussi, mais j'ai entendu dire qu'il allait avoir un bloc sommaire qui allait intégrer le cœur peut-être prochainement. Ce serait vraiment cool. C'est un bloc qui est ultra intéressant. Et puis, c'est tout. C'est déjà bien parce que ça prend du temps. Avant qu'on passe à ACF, du coup, j'avais déjà envie de te poser la question tout à l'heure sur l'utilisation de Gutenberg parce que ça reste encore, même si ça fait un moment, ça reste frais. Il y a encore des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Je voulais savoir toi, dans ton quotidien, voilà, tu développes pour, donc je suppose que c'est un outil que tu utilises. Par rapport aux cours que tu donnes, aux formations que tu donnes, est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu? Comment tu vis avec Il a cette encore, extension? Enfin, pas cette extension, comment tu vis avec cet éditeur? ouais, il a encore mauvaise presse et j'en comprends les raisons. Je crois que j'ai trouvé à peu près le discours qui, aujourd'hui en tout cas, pourrait rendre à peu près tout le monde d'accord. C'est-à-dire que si on parle de Gutenberg à l'heure actuelle comme un constructeur de pages, les détracteurs vont dire bah non, il est pas au point, il est pas encore assez évolué, on peut pas faire ce qu'on peut faire avec un Elementor par exemple, pour ne citer que lui. Je peux les comprendre. Moi, j'adore Gutenberg parce que je l'utilise comme un éditeur de contenu. Et pour écrire mes cours sur Capitaine, WP notamment, j'écris énormément de mots, j'en écris 3000 par jour, c'est à peu près ouais, un cours et demi par jour. Ça fait beaucoup de contenu. Avant, je faisais avec des champs ACF dans tous les sens, il y avait plein de scroll bars, c'était pas du tout pratique. Écrire un contenu, c'est déjà très compliqué en soi, ça demande de la concentration, ça demande de la clarté d'esprit pour pas se répéter, pour savoir ce qu'on va dire et où on veut amener le lecteur. Et du coup, c'était compliqué. Là, avec mon éditeur visuel Gutenberg, qui est en plein écran, c'est déjà vachement pratique pour écrire. Et en plus, quand j'appelle un de mes blogs, par exemple, pour présenter un plugin, j'en parlais tout à l'heure, j'appelle mon blog plugin, je tape le nom du plugin, par exemple Yoast, ça me l'affiche dans une liste, je clique et paf, il apparaît à l'écran en temps réel, quoi. Et c'est génial parce que ce que j'ai dans mon interface d'administration, c'est 100% concret par rapport, c'est 100% équivalent à ce que j'aurais en front, au pixel près. Donc j'ai pas de surprise ou quoi. Et pour la relecture, pour l'écriture, c'est ultra pratique. Et je peux comprendre que c'est encore un peu tôt pour le considérer constructeur de page, malgré qu'il y ait plein d'options qui ont été ajoutées. Mais voilà, je pense que les gens, il faut qu'ils se disent, bon, pour l'instant, si j'utilise en tant qu'éditeur de contenu, c'est un excellent éditeur de contenu. On pouvait pas continuer avec TinyMCE pendant des siècles, quoi. C'était pas possible. Là, quand on le maîtrise, c'est agréable. Il y a du Markdown, on peut aller super vite pour faire des belles mises en page. Contenu riche aussi. Je parle de contenu riche, c'est pas que des titres, des images et des textes. Les détracteurs vont souvent dire non, mais moi mon TinyMCE il me suffit. Ouais, pour faire ça, ok. Mais aujourd'hui, on veut des contenus qui sont de plus en plus riches, avec des mises en page différentes, plus évoluées. Et on peut pas le faire si on n'a pas un Gutenberg. Pour finir, j'utilisais un système de documentation un peu comme Notion.so qui s'appelle Slite et leur éditeur visuel ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui dans Gutenberg, quoi. Bon, là, c'est pour écrire de la documentation, mais avec des visuels assez riches. Et ben, je me dis que ça allait dans la bonne direction au final, quoi qu'en disent les gens. C'est cette approche par bloc et par richesse visuelle qui est importante. D'accord. Et du coup, tu fais des formations aussi sur Gutenberg, je suppose. Tu apprends à tes élèves à utiliser Gutenberg. Ouais, alors voilà. Mais par contre, la réalité dans les agences, elle est telle qu'il faut de la rentabilité. Et aujourd'hui, la plupart, je présente plusieurs solutions, hein, comme ça, c'est eux qui en ont le choix final. Mais en général, c'est surtout une approche, on va dire, hybride à base de page builder, donc par exemple Elementor, plus une approche ACF en complément, donc en faisant des widgets sur mesure ou même juste des shortcodes, qui l'emportent sur une approche Gutenberg. Même si à chaque fois ça les intéresse et que je les forme dessus. Je leur dis, Woodunit, ils ont une approche full Gutenberg avec un page builder qu'ils ont construit avec leur propre bloc, leur propre mise en page. Pour des petites agences, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Je pense que vous, en tant que recherche et développement, pour en arriver là, vous avez mis pas mal de temps. Et du coup, je pense pour une petite agence de 2-3 personnes, 4-5 personnes maximum, ce serait un gros enjeu aujourd'hui de le faire. Par contre, s'ils prennent le temps de le faire, ce sera que du bénéfice après. Mais il y a toujours cette rentabilité dans la prestation de services, des budgets qui sont de plus en plus serrés, qui ne vont pas que dans le développement du site, mais dans le marketing, la communication, le référencement naturel. Et donc du coup, pour l'instant, il faut aller vite et bien. Et on a des alternatives pour le faire très vite et très bien et être rentable. Bah écoute, merci pour cette parenthèse sur Gutenberg, très intéressante comme approche. On va donc entamer notre débat avec la question. Et attention, elle est importante la question, on n'est pas la détourner. ACF a-t-il fait le succès de WordPress ? Est-ce que sans cette extension, WordPress
serait ce qu'il est aujourd'hui, aurait le succès qu'il a aujourd'hui. Alors moi, je décide que Maxime aura double vote. Parce que j'ai une idée de ça. Oh, t'as biaisé le résultat J'ai biaisé le déjà, résultat. quoi. Non, parce que on s'est échauffé, hein, évidemment. Ce débat, il est sorti d'une discussion qu'on a eue nous déjà en interne. On s'est dit tiens, c'est marrant d'échanger là-dessus et de donner un peu chacun son avis et son utilisation aussi d'ACF. Donc on a d'un côté du ring Simon et moi-même, et de l'autre côté du ring Rachel et Jean-Baptiste, même si dans la réalité on se rejoint sur beaucoup de points, mais sur d'autres on diverge. Alors je te propose Simon d'entamer le combat, de sortir du coin du ring et éventuellement de commencer à donner tes arguments, et je sonnerai la cloche en fin de round. Ok, lourde tâche de commencer ce débat. Alors pour moi, je suis dans le camp du oui, ACF a fait le succès de WordPress. En tout cas en partie pour moi, hein, bien sûr, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de nuances, hein, mais dans l'idée, voilà. Pourquoi il a fait le succès de WordPress Tout simplement parce que pour moi, on est sorti des shortcodes, on est sorti des constructeurs de pages. J'essaye de la faire concise et rapide. Tu auras le droit de revenir voilà. après, hein. Il y a plusieurs rounds. Ouais. Non, mais on est sorti de tout ça pour avoir une interface vraiment simplifiée pour l'utilisateur, qui se pose pas de questions, qui rentre pas de code, quand même avec une UI quand même assez unifiée avec l'administration de WordPress. Il y a quand même beaucoup de blocs assez riches, des blocs répéteurs qu'on n'avait pas avant. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, en termes aussi, il y a 3 bénéfices. Il y a le bénéfice au niveau du web designer, parce que lui, il peut s'éclater au niveau du web design. Nous, on peut mettre des champs un peu comme on veut. On était plus limité par le WYSIWYG. Et donc ça, c'était génial. Ensuite, deuxième bénéfice, pour l'utilisateur, il a une interface très claire. En fait, il a juste à remplir des champs, il se pose pas 10 000 questions, j'ai oublié un code ici, un truc là, etc. Enfin voilà. Et pour nous, en tant que thème développeur, et ben du coup, il y a quand même une documentation super bien faite, super riche, assez extensible, puisque en fait la communauté autour d'ACF est très active. Il y a beaucoup de gros plugins qui sont aussi compatibles avec ACF. Voilà, et ACF a suivi vraiment toutes les évolutions au sein de WordPress. Donc voilà, ça s'est pas arrêté là, quoi. Et sans ça, voilà, ça, à mon avis, on serait pas sorti du WYSIWYG ou autre aussi rapidement, et on n'aurait pas eu des situations professionnelles. Hein, c'est sûr. Alors, on est rentré très vite dans le combat. Merci, merci Simon, c'était très clair. J'ai essayé de faire un truc. C'était parfait. J'ai annoncé en début d'émission que ça serait un peu technique, mais quand même, pour ceux qui seraient pas techniques, on a oublié peut-être d'expliquer, même si on a compris à travers un peu ton explication, on a peut-être oublié d'expliquer ce qu'était ACF, en fait, déjà, cette extension, et à quoi elle servait. Est-ce que quelqu'un veut présenter ou Alors, moi, je vais présenter laisser les spécialistes présenter, mais juste pour dire que si ça avait fait le succès de WordPress, il n'y aurait pas besoin de le présenter, a priori. Oh, c'est petit, c'est petit. Je suis pas certain. Je pense qu'il y a des options dans ta voiture qui ont fait le succès de la voiture, et tu sais pas forcément que ça existe. Alors, je pense que ma voiture n'a jamais rencontré le succès. Mais ça va revenir, la Lada, ça va revenir à la mode. Maxime, tu veux te prêter au jeu de présenter ACF pour les gens qui seraient pas du tout techniques? Ouais, je vais essayer, ouais, parce que j'ai écrit ma formation pour ça, mais c'est difficile d'être très concis là-dessus. Avant tout, ACF, c'est un outil qui est dédié aux développeurs. Ouais. Ça va permettre d'outrepasser des limites de WordPress qu'on atteint très rapidement quand on développe des thèmes sur mesure, parce que historiquement, il n'y a que l'éditeur visuel. Donc c'est là où on va mettre tout le contenu de la page. Mais imaginons maintenant qu'on va y mettre des choses supplémentaires qui sont pas forcément dans le contenu principal, qui sont sur le côté par exemple ou quoi. J'aime bien moi de prendre toujours l'exemple d'un site de jeux vidéo où on présente un jeu vidéo et à la fin il y a un bloc dans lequel on va présenter les plus, les moins et la note. Donc c'est des informations et la pochette le prix et plein d'autres choses comme ça. Bah, toutes ces infos là qui n'apparaissent pas dans le contenu principal, il faudrait pouvoir les saisir quelque part. Et c'est justement le rôle de ACF de pouvoir rajouter des champs. Ça peut être des champs texte, des champs nombres, des champs images, des champs galeries. Tu disais tout à l'heure qu'il y en avait, Simon, qu'il y en avait plein différents de champs pour ça. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ça va nous permettre, du coup, aux développeurs, oui, de rajouter des groupes de champs qu'on va retrouver dans l'interface. Donc, le client ou l'utilisateur du site va pouvoir remplir ces informations. Il n'y a pas de mise en page graphique, hein, c'est un des désavantages.
Mais une fois qu'on a défini ces groupes de champs, ils apparaissent pour tous les jeux vidéo. Donc on peut choisir les conditions dans lesquelles ils apparaissent, ou dans l'interface et comment. Et après, voilà, on a un champ les plus, un champ les moins, un champ notes, un champ pochette, et l'utilisateur a plus qu'à cliquer dessus, remplir les informations, sans se préoccuper de la mise en page. Et après, dans le template, le développeur va les afficher via une petite fonction qui est ultra simple à utiliser. Et du coup, on peut la mettre où on veut, quoi. Donc on a la fonction pour afficher le contenu, on le met à gauche, et ces champs, on peut les mettre à droite, quoi, comme on le veut. Tout à fait. Écoute, je trouve que c'est bien résumé. Moi, je prends souvent l'exemple de sites de recettes de cuisine, mais on est à peu près dans la même idée, hein. Temps de cuisson, ingrédients, on a des champs répéteurs qui nous permettent de dire je rajoute un ingrédient, et puis avec des groupes. Et effectivement, ça permet de formater pour l'utilisateur final, le client ou la personne qui va écrire, d'avoir juste un formulaire à remplir et d'avoir toujours la même fiche qui va s'afficher en front sans qu'il ait à se poser de questions. Rachel, allez, à toi la parole. Oui, alors moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Simon, et même si Maxime t'as bien expliqué ce que c'était ACF, je pense que c'était déjà un peu orienté. Parce que j'ai un gros point qui me fait tiquer dans ce que vous avez dit, c'est que tous les deux, vous avez dit que avant ACF, il n'y avait que l'éditeur TinyMCE. Et c'est ACF qui a permis de faire autre chose que l'éditeur TinyMCE. Et je pense que c'est quand même omettre. J'ai exagéré. Il y a les champs, les Metabox qui existent depuis beaucoup plus longtemps que ça et qui étaient déjà disponibles avant ACF. Les custom fields, c'est relativement pauvre en termes d'UI, mais... Ouais, c'est ça. C'est justement leur pauvreté en termes d'UI qui t'obligeait à les développer sur mesure. Oui. Alors, c'est ce que tu fais dans un plugin, parce que tu ne peux pas mettre ACF dedans. C'est pas compliqué, tu as des API dans WordPress. Mais tu perds du temps par rapport à un système où ACF te fournit déjà la... Ah non, mais je trouve que c'est plus pratique pour les développeurs. Mais moi, mon point, c'est que ça existait avant. Il y a d'autres solutions pour sortir de TinyMCE et faire ses propres champs personnalisés. Mais... avec la doc qui existait dans le codex. Oui, d'ailleurs, je ne sais même pas si... Il y a des alternatives, quoi. C'est ça que je disais. Avant ça, il y avait des alternatives. Il fallait être développeur et mettre un peu plus les mains dans le conduit. qu'ACF. Mais voilà, c'est pas ACF qui a permis de faire autre chose que seulement le TinyMCE. D'ailleurs, je ne sais même pas si ACF était le premier éditeur de custom field sur le marché. Parce qu'il y a, alors Carbon Field est arrivé après, ça c'est sûr, et il n'a jamais réussi à rattraper ACF, mais je sais qu'il y a aussi CMB2, et je crois que celui-là existait avant. Possible, ouais. Oui, si je ne me trompe pas. On peut vérifier rapidement, mais j'ai la flemme. Je vais réorienter un petit peu le débat, parce qu'en fait, on a parlé de développeurs, on a parlé beaucoup de développeurs, c'est un outil pour les développeurs avant tout. Ça veut dire que si vous partez sur un thème premium, ACF, ça va être limité. Si vous n'êtes pas vous développeur. Donc la question pourrait se retransformer en est-ce que finalement les développeurs et les agences qui développent des thèmes ont fait le succès de WordPress. Est-ce que le succès de WordPress c'est uniquement wordpress.com, le blog avec des thèmes premium, ou est-ce que c'est le fait que maintenant des grosses agences, des grosses boîtes ont leur site en WordPress? Et pourquoi ? Parce qu'on a pu développer des thèmes sur mesure et faciliter l'interface. Alors, ce qui est sûr, c'est que les agences ont fait le succès d'ACF et les développeurs ont fait le succès d'ACF. Ça, c'est logique, ça s'adresse à eux. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait le succès de WordPress ? Je pense qu'on ne peut pas passer à côté des statistiques à un moment donné. Et ACF est loin d'être l'extension la plus installée sur les sites WordPress dans le monde. Même si elle est quand même dans le classement dans le top 50 et même dans le top 30, puisqu'elle est avec 1 million d'installations actives, elle est 22e sur le repo, auquel il faut ajouter les versions pro, parce que ce 1 million du coup n'est pas suffisant, il y en a un petit peu plus, mais voilà, on est quand même en dessous de 2 millions d'installations actives. Oui, sachant que, Maxime, je te laisse la parole juste après, sachant qu'effectivement, quand tu prends du pro et que tu diffuses sur tous les sites, une agence qui prend un CF Pro et qui le diffuse sur 50 sites, ça rentre pas en compte que ça soit installé sur 50 installés. Si, ça fait 50 installs. Ça fait 50 installs. Ouais, pas de souci, les installations de ce côté-là sont... Alors je couperai ça au montage. Je couperai ça au montage, du coup, j'ai dit une connerie. Ah, ok. Merde. Bon, je dis pas de complot. Non, Maxime voulait intervenir. Ouais, je vais rétablir la vérité suite à ton gros mensonge, JB, parce que quand tu utilises ACF Pro, tu n'as pas besoin d'ACF gratuit.
Et donc, Oui. du coup, il n'est pas comptabilisé dans les installations actives du repo, puisque c'est une version pro, les extensions. Ok, je me suis mal exprimé. Pas faux. Je me suis mal exprimé. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, tu as ACF Free qui a 1 million d'installs actives. Et en plus, tu as toutes les installations d'ACF Pro qui ont leurs propres installations actives. Mais qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas publiquement, mais les Est-ce que statistiques. tu es en train d'avouer qu'on est espionné et qu'ils savent tout sur le nom d'installation de nos plugins sur WordPress? Mais bien sûr, parce que l'API, en fait, l'API d'update de ton site, Oui. de ton site WordPress, du coup, se connecte à WordPress.org. Et en fait, quand tu as une extension premium qui va aller se hooker justement pour pouvoir venir se hooker là-dessus et dire, moi aussi, je veux être mis à jour. Et du coup, elle va passer par cette API. Donc oui, les stats, en fait, elles sont envoyées à WordPress.org, même pour les D'accord. extensions premium. Moi, j'avais une question sur le profil des développeurs qui utilisent ACF, parce que dans mon ancienne agence, par exemple, on faisait des sites pour des collectivités, donc certaines assez grosses, quoi, au niveau des communes, par exemple, de 50 000 habitants. Mais on n'utilisait pas ACF. Voilà, on y arrivait quand même. On n'avait pas besoin, on utilisait des beta-box, des choses comme ça. Je connais plein d'agences et de développeurs qui font des thèmes sur mesure sans ACF. Parce Ouais. que, ils ont des formations un peu ingénieurs en développement, etc. Ouais, je passe un peu du côté des ennemis là. C'est que quand même ACF produit une UI déjà unifiée, donc avec des styles. Là, Simon a parfaitement raison. Hein. C'est une UI unifiée, c'est-à-dire que tu as vraiment des styles pour chaque champ qui sont unifiés de partout dans ton WordPress, et ça c'est bien. L'autre truc, c'est que ça permet d'industrialiser, parce que faire ces champs, ça demande plus de travail que faire un champ ACF. Oui, mais non, mais je suis d'accord qu'ACF c'est plus pratique. Moi, je ne remets pas en question. J'essaye des fois de faire des sites sans ACF et je vois direct les limites et ce qui est plus compliqué. Ouais. Mais c'est-à-dire que sans ACF, WordPress n'aurait pas 33%, ne serait pas sur 33% de bugs, c'est ça? Ah, mais tu ressens sur la question. Ouais. Donc Ouais. voilà, parce que par exemple par rapport aux autres CMS, Drupal, À contribuer alors peut-être, à contribuer au succès de WordPress. Ça contribue. Pour voilà, moi, il y a une question temporelle, hein, parce que est-ce que ça a contribué au succès dans le passé? Oui. Dans le présent, oui. Dans le futur, peut-être pas. C'est pour ça que je serais pas aussi catégorique sur toutes les temporalités. Pour répondre à ce que tu dis sur les agences, j'en ai formé pas mal du coup maintenant. Et à chaque fois, il y avait cette composante ACF qui revenait. Soit ils connaissaient pas, je leur apprends et je leur montre aussi les autres techniques. Et du coup, c'était vraiment ACF qui était l'approche la plus sexy, la plus rentable. Soit il y en a qui venaient en me disant, on a entendu parler d'ACF. Souvent, j'ai formé des boîtes qui étaient sur Drupal avant. Et quand on regarde d'un point de vue extérieur, Drupal, il y a aussi son système de champs additionnels qui est un incontournable. C'est-à-dire que quand tu fais des Drupal, si tu installes pas ce truc-là, t'étais hors jeu, quoi. Donc c'est presque devenu un incontournable. Et du coup, les gens qui font la migration et qui passent sur WordPress, ils veulent retrouver la même chose. Et dans ACF, ils retrouvent cette même approche, cette même logique, en fait. Du coup, je dirais que ACF, en tout cas, a fait le succès des agences qui ont elles-mêmes fait le succès de WordPress. Parce que aujourd'hui, ça change avec les constructeurs pages et tout. Effectivement, on est en plein changement, je trouve, et que le débat, on le refait dans 5 ans, on n'aura peut-être pas le même discours. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis sûr et certain que les agences, elles n'auraient pas du ACF, elles feraient moins facilement du WordPress, et elles l'auraient moins facilement adopté. Donc, ça répond pour moi à la question, oui, ça a contribué indirectement au succès de WordPress. Pour du site sur mesure, hein. peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu penses que une grosse agence comme Automatique, par exemple, sur ses sites, utilise ACF? Ça, c'est pas une agence, mais oui. Un Prenons gros éditeur, en tout cas. je sais pas, toi, des agences anglaises comme Human Made ou quoi, est-ce qu'ils ont utilisé des trucs comme ACF? Oui. Je sais que BAP, en tout cas, ils l'ont utilisé. Pas systématiquement, j'en sais rien. Ouais. Non, mais si, il faut dire ce qui est. En fait, clairement, je pense que c'est à 90% les agences utilisent ACF. C'est sûr parce que c'est beaucoup plus rapide. Oui, il y a des sites faits par du personnel automatique qui utilisent ACF. C'est pas la question, se pose même pas. Et Human Made a utilisé ACF pendant des années, même si. Alors pour XWP, Human Made et donc les grosses agences de rang mondial, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont toutes contribué à l'époque à la création de la Settings API.
l'API donc voilà, de mise en place des réglages, etc. Et donc, c'est des gens qui maîtrisent très bien tout ça, les custom fields, etc. Et donc, ils sont capables de le faire. Mais je pense qu'en fait, pour des raisons de rentabilité, ils utilisent massivement ACF. Ils ont utilisé massivement ACF dans le passé. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est que là, en fait, on parle d'ACF au point de vue global. Pour moi, en fait, je voudrais faire une distinction entre deux choses. Pour moi, ACF est complètement indispensable pour faire de l'UI pour tous les éléments méta autour d'un article, autour d'une publication. Ça va être pour vos recettes ou pour vos jeux vidéo, du coup, les notes, les ingrédients, etc. C'est méta par rapport au contenu. Et ensuite, on a la recette ou la description du jeu vidéo. Et ça, c'est le contenu. Et c'est vrai que pour moi, il y a deux usages en fait, d'ACF dans le cadre d'une publication. C'est soit pour des éléments méta, où je trouve qu'il a carrément sa place, parce que voilà, on est sur des métadonnées, donc on est sur la table post-méta dans la base de données, voilà, sur des métabox, etc. Et il y a l'utilisation pour le contenu. Et pour moi, là, c'est un petit peu différent. Parce que du coup, l'utilisation pour le contenu, elle va se substituer finalement à post-content, donc au contenu de la publication. Ça va aller dans des méta, etc. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, ACF va clairement perdre du terrain. Parce que par rapport à un éditeur, en fait, qui justement, du coup, permet d'éditer son contenu comme un tout, sans être limité, bien sûr, à TinyMCE, qui est quand même une petite boîte, un blob, voilà, dans lequel on met des choses, du coup, là, ACF perd de l'intérêt énormément pour moi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir du contenu qui est stocké dans des méta, en fait, finalement. C'est pas la logique WordPress, c'est pas la logique aussi éditoriale, parce que finalement, remplir des formulaires, je trouve ça hyper old school. C'est comme ça fonctionnent beaucoup de CMS anciens, et voilà, c'est quand même assez old school par rapport à un éditeur, par exemple, comme on peut avoir sur des outils de blog comme Medium, etc. Remplir un formulaire pour saisir le contenu de ton article, ouais, bon, c'est pas sexy, quoi. Oui, je suis d'accord, mais cette approche-là que tu décris, c'est celle souvent qu'on utilisait en tant que champ flexible pour faire un page builder maison. Je l'ai fait de mon côté pour plusieurs sites, je l'ai fait pour des clients aussi. J'ai parlé avec d'autres personnes, genre des agences ou quoi, qui faisaient aussi cette approche. Pour expliquer peut-être un peu techniquement, l'intérêt, c'est que dans ACF, il y a des champs répéteurs, c'est-à-dire qu'on peut répéter une donnée autant de fois qu'on veut, donc ça c'est cool. Et le papa du champ répéteur, c'est le champ flexible, où on peut créer des mini-groupes de champs et on les appelle quand on veut dans la page. Donc c'est vraiment la mode approche page builder maison, parce qu'on crée ça s'appelle des dispositions, ouais, avec des champs à l'intérieur et on les utilise quand on veut. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est pas très visuel, et t'as raison, JB, là-dessus, parce que quand tu es dans l'interface, tu enchaînes des champs et des champs et des champs. T'as un bouton plus, tu choisis la disposition, elle apparaît avec les champs, tu les remplis, etc. T'as pas du tout l'aperçu visuel. J'avais fait un site comme ça pour Canal+, qui est encore en activité, et ils avaient adoré cette approche-là, parce que sur leur page d'accueil, en fait, ils avaient plusieurs rubriques. C'est un magazine, hein, ça reste quand même sur l'approche blog, mais ils disaient, on aimerait choisir, en fait, chaque ligne de notre grille. On veut choisir si c'est une catégorie, si c'est des articles en avant, des articles qu'on choisit manuellement. Donc là, le champ relationnel d'ACF, qui est génial. Et si on veut présenter des gens aussi, puis après mettre une pub, etc., on aimerait la composer, cette page. Et du coup, on l'avait fait avec un constructeur de page ACF qu'on avait fait maison, donc ce champ flexible, du coup. Ils avaient adoré, parce qu'ils ne prenaient pas la tête, ça leur prend 10 secondes. Ils peuvent changer en 2 secondes un jour s'ils veulent intervertir des catégories. Et puis basta, quoi, sans avoir la complexité d'un constructeur de page. Par contre, je l'ai fait aussi pour mes cours. Mon site d'informatique pour débutants, c'était le premier à en bénéficier. Et là, c'était compliqué. Parce que même si j'avais tous ces blocs, présentation de plugins, etc., qui n'étaient pas des blocs Gutenberg à l'époque, c'était ultra compliqué parce que tu te retrouves avec plein de champs. Mais vraiment une somme de champs qui est astronomique. Et déjà, ça fait ramer l'interface au bout d'un moment. Parce que tu as plein d'éditeurs TinyMCE à droite à gauche. Et c'est illisible pour se relire ou quoi, t'as plein de scroll bars comme je disais tout à l'heure. Et ouais, c'est une solution qui était bien quand on n'avait pas de constructeur de page digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est une technique qui, pour moi, doit être en perte de vitesse pour des solutions plus modernes. Ou peut-être limité à des cas très particuliers d'édition pour un template, un gabarit de page spécifique où effectivement ça a du sens de remplir un formulaire. Ou peut-être des sites très administratifs où Ouais. en fait on va avoir le contenu sera juste une fiche avec des champs textes qu'on doit remplir. Là, effectivement, ça a du sens de remplir un formulaire et pas de saisir du contenu éditorial, quoi.
Pour Ouais, moi, c'est en clair. fait, quand on est dans une saisie éditoriale, et c'est un peu ce que tu disais par rapport à Gutenberg en introduction, mais pour moi, quand on est dans une saisie éditoriale, il faut qu'on soit justement dans le contexte de création éditoriale, en fait, et pas de remplissage d'un formulaire. Mais ça, enfin, ça dépasse peut-être un peu le débat. Ouais, mais il y a la réalité client aussi qui est à prendre en compte parce que j'ai fait un site pour des burgers pour un client. Lui, toutes les semaines, il doit changer les emplacements. Il est dans sa petite caravane, son petit food truck, il se déplace dans la ville. Donc, il doit définir ses emplacements et ses burgers. Les burgers et les emplacements, c'est un custom post type. C'est un type de publication comme les pages et les articles. Et dans le constructeur de page, je me voyais mal lui dire va dans le constructeur de page. C'est Divi même en l'occurrence. J'ai une version qui plante à mort. Euh, Ça pourrait être l'objet d'un prochain débat, ça. Est-ce que Divi a des problèmes de performance et de bugs voilà. Mais du coup, outre ça, il fallait qu'il modifie la page, sachant qu'il pouvait cliquer n'importe où et qu'il pouvait modifier une colonne sans faire exprès à tout moment. Et dans la précipitation, tu peux vite tout péter, hein. Franchement, c'est plus facile de détruire que de construire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une page d'options avec des champs ACF où il y a un champ relationnel et un champ répéteur. Il choisit ses 5 emplacements de la semaine, les 5 midis. Il choisit les 4 burgers de la carte avec le champ relationnel. Il clique sur enregistrer. Donc, il est sur une page option pas du tout visuelle faite avec ACF. Ça lui prend environ 30 secondes par semaine pour se mettre à jour. Et ça, c'est affiché via des shortcodes. J'aurais pu faire des widgets Elementor. Mais bon, comme j'étais sur Divi, c'était un peu plus compliqué. C'est juste des shortcodes dans l'éditeur, dans le builder. D'ailleurs, le builder, il est bien parce que le shortcode, le code court, il l'interprète en direct, hein. Donc, on voit directement à quoi ça ressemble. Et du coup, pour le client, il y a ce côté ultra pratique d'ACF parce que il a pas de prise de tête, il a juste à remplir ses infos et terminer, quoi. Ouais, ça me fait penser à cette option, option page là chez ACF qui est encore assez incontournable aujourd'hui. Toi, je sais, Simon, tu as peut-être utilisé ACF avec l'option page. Rachel, t'étais plus Non, mais on essayer utilise de customizer. Bah, ça dépend, mais pour tout ce qui est option du site, c'est dans le customizer. Pour les options visuelles, ce serait plus le customizer, c'est clair. Et moi encore, j'arrive pas trop à l'utiliser parce que je me dis pour ce client-là, dans ma page options, il y a que les options qui l'intéressent. Alors dans le customizer, par défaut, il y a déjà les options de base du thème, même si on n'a pas beaucoup et que c'est bien rangé, hein, on va pas se mentir. Mais je voulais vraiment un no-brainer pour lui, pour qu'il n'ait pas Simon. Juste pour le point sur l'option, en fait, alors maintenant j'utilise le customizer, hein, bien entendu, mais avant. On sent le mec à qui on a mis le couteau sous la gorge. Oh non, non, mais pas du tout, mais moi, tu sais, Pas du tout, pas du tout. J'ai aucun souci. non, mais le customizer, c'est quand même assez cool. Non, mais avant, effectivement, j'utilisais pas trop le customizer, tout simplement parce que vu que on était dans l'interface d'admin et qu'on était dans l'interface d'admin, en fait, il fallait sortir de l'interface d'admin, cliquer sur personnaliser, aller sélectionner le champ, etc. Alors que avec ACF option page, d'ailleurs qu'on pouvait renommer aussi, du coup on restait dans cette interface d'admin avec toutes les rubriques justement. On sortait pas en fait de l'interface d'admin, ça faisait pas sortir l'utilisateur en fait. C'était principalement pour ça que je l'utilisais avant. Ouais, après, Oui. non, mais il y a plein d'arguments qui. Oui. Je suis pas trop d'accord sur cette lutte entre customizer et. Pour moi, la réponse à la question, c'est parce qu'en fait, tu as plein d'options qui vont pas dans le customizer parce ce sont pas des options qui ont un effet sur le front. Pour moi, en fait, typiquement, tu dois mettre une clé API Google Maps, tu la mets pas dans ton customizer, ça n'a pas de sens. Merci. Mais pourquoi pas? Voilà, ça peut se défendre. Dans tous les cas, il peut arriver qu'on ait besoin de mettre des pages d'options ailleurs que dans un menu options, voilà, dans le menu principal. Mais par exemple, dans un CPD, dans un custom post type, tu vas gérer tes recettes, les catégories de recettes, par exemple, les types de recettes, les ingrédients, etc. Et tu vas avoir, par exemple, une page d'options réglage des recettes. Et ben là, tu peux la mettre directement dans ton sous-menu de ton CPT. Et donc, ACF permet de faire une page d'options hyper rapidement pour ça. On peut la faire en custom. Il n'y a pas besoin d'ACF pour faire ça. Quand même, je tiens à le préciser. Mais par contre, au moins, tes champs qui seront à l'intérieur, bah, du coup, tu ne te casses pas le cul. Tu les as directement disponibles avec ACF. Donc, ça a du sens. Après, si c'est une page d'options avec juste des champs input texte, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un CF? Non, mais en fait, depuis le début, on n'a pas besoin d'ACF. En fait. WordPress n'a pas besoin d'ACF techniquement. Il y a des custom fields. Tout existe. Des posts méta, etc. Tout existe. Mais en revanche, il y a une simplicité que ça apporte en termes de temps de développement. C'est du gain de temps, etc. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, mon point, c'est de façon plus
plus prosaïque, désolé, mais pour moi, ACF n'a pas fait le succès de WordPress. Par contre, ACF s'est inscrit dans des besoins qui, à un moment donné, ont eu un impact petit sur le développement de WordPress. Et je pense que cet impact, on le surestime de notre côté parce qu'on se place côté agence, côté prestataire. Et pas côté webmaster qui va télécharger WordPress, qui va parfois même pas, qui va l'installer via son OVH, son installation automatique, etc. Et c'est eux qui font la grande majorité des utilisateurs WordPress. C'est pas nous en fait. Ouais, il y a toujours eu ces deux cibles en fait. Il y a toujours eu ces deux cibles, les personnes qui sont des utilisateurs standards et qui sont pas techniciens et qui font la grande majorité de WordPress aujourd'hui. Et nous, les agences, où on est ultra spécifique. En effet, ouais. Si on se prenait du point de vue purement agence, ACF a fait l'appui et le beau temps sur WordPress. Mais on reste une minorité par rapport à tous ces gens qui utilisent WordPress pas d'une manière technique. Ouais, bah c'est comme dans les rallyes. Il y a les gens qui roulent en 205, mais est-ce que les pilotes de rallye qui ont gagné des rallyes avec une 205 ont fait le succès de la marque ou pas? C'est pas parce qu'ils sont très peu nombreux à utiliser ces modèles-là. Oh. En fait, c'est quelque part quand on fait un site pour une grande marque, une banque, des burgers ou autre, est-ce que ça participe au succès du CMS? Je voulais, quand on a parlé des options pages, je voulais, pour ceux qui n'utiliseraient pas ACF et qui n'auraient pas encore quitté le podcast, parce que c'est un peu technique, rappeler aussi que ACF, on a parlé d'ajouter des champs pour nos articles, nos custom post type, également dans les options pages, mais en fait, ACF permet d'ajouter ces custom fields partout, en fait, aussi sur les widgets, sur les menus, à tous les endroits qui n'étaient pas forcément... Même sur les utilisateurs, voilà, sur la page d'utilisateur, tous ces endroits qui n'étaient pas forcément accessibles, à part savoir vraiment coder et connaître bien le codex, ACF a permis d'utiliser quelque chose qui existait déjà, mais avec une interface très simple en disant je veux que ces champs apparaissent si c'est ce type d'article, si c'est cette catégorie-là, si c'est un utilisateur qui est logué, si c'est un utilisateur. Et avec toutes ces conditions et toutes ces possibilités, même un développeur moyen, qui finalement n'est pas développeur parce qu'il n'écrit pas forcément du code, parce qu'aller appeler le champ une fois dans le thème, c'est pas très complexe, mais sans développer une fonctionnalité, était capable d'ajouter sa patte partout dans le thème et ajouter des champs que le client avait imaginé partout dans le thème. Ah non, mais c'est sûr que ACF, c'est presque incontournable, bien sûr. Mais si vraiment la question c'est est-ce que ça fait le succès de WordPress, il faut se demander si on imagine, on fait une uchronie et que ACF n'existe pas, quel CMS aurait pris le devant? Alors moi j'ai travaillé sur Joomla. Qui n'avait pas de constructeur au départ et j'ai même participé à la création d'un ce qui s'appelle le CCK chez Joomla. C'est le Content Construction Kit et un des plus grands a été construit par une boîte qui s'appelle Cblood et qui allait très très loin, même beaucoup plus loin qu'ACF, puisqu'en termes d'administration, les champs, on pouvait vraiment les mettre sur des colonnes, etc., les mettre en forme, donc pour avoir vraiment une impression d'avoir les champs au même endroit que sur le front. Et ça, je trouvais que ça va plus loin que ACF. Ça n'a pas fait pour autant le succès de Joomla, parce que un peu compliqué à utiliser, et puis que Joomla ne se prêtait pas, avec tout le reste éventuellement de défauts qu'il peut avoir, ne se prêtait pas à avoir du succès. Donc moi je dirais que WordPress se prêtait à avoir un succès parce qu'il était très ouvert et qu'il a permis, avec des extensions comme ACF, d'être accessible par des développeurs, même de petits niveaux, et à transformer un outil de blog en véritable CMS et de pouvoir faire des sites qui ne se ressemblaient pas, les uns et les autres, vraiment des sites différents. Il a participé à ça, c'est un bon point. Et tu parles d'extensibilité d'ailleurs, et c'est là où ACF du coup a été assez extraordinaire pour moi, je trouve. C'est l'extensibilité de l'extension elle-même, puisque du coup, là j'ai sous les yeux le site Awesome ACF que vous connaissez sûrement. Vous pouvez aller voir, c'est awesomeacf.com. Et où on a 170 extensions, donc add-on supplémentaires, payants, gratuits, voilà, il y a tout.
qui peuvent se brancher sur ACF pour ajouter ton champ OpenStreetMap à la place de Google Maps parce que Google Maps est devenu payant, pour mettre de l'édition front-end, pour créer des formulaires avec ACF, pour créer plein de choses. Et ça, par contre, c'est clair que c'est un aspect génial, c'est que ACF est complètement allé dans l'état d'esprit que tu décris chez WordPress, qui est l'état d'esprit de l'extensibilité. Et lui-même, en fait, s'est prêté au jeu. Et je trouve que c'est quand même assez admirable, hein, parce que c'est ce qui a fait qu'il y a une communauté, quelque part, d'utilisateurs d'ACF. Et Maxime en fait partie, d'ailleurs. Ce serait peut-être pas mal que tu en dises 2 mots, parce que tu connais peut-être un petit peu plus les dessous du fonctionnement du projet. Pendant longtemps, il était tout seul, d'ailleurs, le dev d'ACF. Je crois que maintenant, il y a une équipe. Oui, ils sont plusieurs maintenant, et du coup, il a changé de business model en 2020 pour engranger plus d'argent. C'est con à dire, mais il avait un espèce de manque à gagner avec ses licences à vie. Moi, j'ai payé une fois $99 australiens, parce qu'il vient de là-bas, en 2011. Je cherchais une solution comme ça. Mon designer, il commençait à s'emballer. Là, 2011, c'était la révolution, hein. Le début du CSS3 et tout, du web design qui commençait à connaître un renouveau. Et il me sortait des designs, je disais, mais mon gars, tu veux que je fasse comment, moi, avec mon éditeur TinyMCE, là, je peux pas faire plusieurs zones de contenu administrables. Enfin, si, je peux avec les champs additionnels de base, mais c'est quand même un petit peu la merde. Et je monte à mon premier WordCamp 2011 et je pose la question, je vous avais pas une solution pour ça? Enfin, si, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle ACF et tout. Moi, je tombe amoureux direct, ça répond entièrement aux besoins, donc j'achète la licence et je l'utilise encore, c'est $99. Bon, j'ai jamais utilisé le support, hein, mais bon, quand même, quoi. Aujourd'hui, les gens sont habitués à payer une licence annuelle, que ce soit sur Elementor, Gravity Form, n'importe quel plugin premium, quoi. WP Rocket et compagnie. Donc, c'est bien qu'ils soient passés là parce que c'est une plus grosse équipe, ils vont pouvoir aller plus vite et plus loin et améliorer le produit. Moi, j'ai une vraie question. Il était vraiment seul, Elliot, parce que tu allais sur le support, tu regardais la doc, etc. C'était tout le temps signé Elliot. Il te répondait sur les forums, sur le support Elliot. Est-ce que c'était lui derrière? Ah ouais, c'était... Ah mais je sais pas, il a pas des journées de 24 heures le mec, hein. Non, mais ouais, depuis qu'ils sont plusieurs, justement sur le forum, sur le support, il y a plusieurs personnes qui répondent. Donc je pense que c'était vraiment un seul mec. Ouais, non, c'est sûr. Et il avait dit une fois, en fait, je pense qu'il a aussi un petit peu du mal à déléguer. Une fois, j'avais proposé une feature. Tu vois, le petit champ select pour choisir le groupe de champs, ben, c'est un champ select normal, quoi. Et j'avais fait un design que Busendorfer avait amélioré, qui est un très bon designer. Donc, on avait fait un truc une belle tuerie. En fait, ça ressemble au sélecteur de blocs de Gutenberg qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est un petit truc comme ça. Je trouvais que c'était intéressant. Et j'avais proposé à Elliot, est-ce que tu veux que j'essaye de bosser sur le repo pour ajouter le code, quoi. Il disait non, mais je le ferai moi. Bon, la petite histoire, c'est qu'il n'a jamais eu le temps de le faire. Et il y a un mec qui disait ouais, mais tu vois, tu veux jamais laisser les autres participer au projet et tout. On demande même pas d'argent, tu vois, on veut participer gratuitement. Et je pense qu'il avait eu du mal à lâcher son bébé à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, il a la réalité de son business qui explose. Montre qu'il devait avoir une équipe. C'est le seul gars qui est resté tout seul aussi longtemps, alors que c'est clair. Ouais, je sais pas, même SEO Press, le Benjamin Demi, il est déjà à 2 personnes parce que ça commence déjà à exploser, alors que ou Polylang aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Polylang, n'importe lesquels des autres, tout de suite tu commences à avoir d'autres personnes de ces besoins-là, quoi. Et bon, ça peut entacher son succès, je pense. Et pour rebondir sur la tirade de Rachel, je pense que si le public de WordPress était purement technique, alors oui, ACF aurait été devenu tellement essentiel qu'il en aurait été intégré au cœur. Mais étant donné qu'on a du public qui est très très large, si c'était un public technique comme des agences, hein, je pense qu'il aurait une chance en tout cas, parce que ça aurait été un besoin trop bien. Mais là, comme on est une minorité, en fait, je suis tout à fait d'accord sur le principe que non, c'est pas une fonctionnalité assez critique pour être intégrée au cœur. C'est une philosophie qui est trop spécifique. Oui, puis il faut l'intégrer au thème après, c'est ça le truc. Il faudrait développer un truc un peu complexe pour mettre les champs où tu veux dans ton thème. Il y a toute cette... Ouais, il faudra un système d'affichage, ouais, pour savoir ça, où tu le... c'est plus complexe. Tu aurais eu un générateur de templates, ouais. Maxime, mais justement l'argument d'Eddie, c'était que ACF, ça permet aux gens qui débutent dans le développement ou qui ne sont pas des développeurs chevronnés. Donc voilà, est-ce que les développeurs chevronnés en ont besoin? Bah, vous êtes tous des développeurs chevronnés, vous en avez besoin. Et on non, mais ça... pour des objectifs. On s'affranchit d'ACF, on fait des gros sites pour des gros clients sur ACF. Pour des objectifs de rentabilité, ça peut rester intéressant. Après, aujourd'hui, on utilise vraiment de moins en moins. Hein. Après, on oublie un truc, c'est l'arrivée de Gutenberg. Pourtant, on en a parlé au tout début. Et un autre truc admirable que Elliot a fait, enfin que ACF a fait, c'est quand même du coup l'arrivée des ACF Blocks.
qui sont arrivés quand même juste à temps. Et d'ailleurs, c'était limite. Je pense qu'il a dû faire des nuits assez courtes sur la fin. Et est-ce que c'est parce que ils ont voulu rusher la sortie de Gutenberg pour la grosse séance de fin d'année et que du coup les développeurs de plugins n'ont pas eu le temps de se mettre en conformité après le blocage des features? Ouais, ben en fait, ça va dans les deux sens du coup. Effectivement, c'est ça. Les gens demandaient à ralentir, mais du coup, à un moment donné, il fallait bien que ça sorte, sinon, C'est sûr. ça sortirait jamais, en gros. Et en même temps, du coup, voilà, les éditeurs d'extension devaient jouer le jeu et faire le job. Il y a des petits éditeurs en France comme Polylang qui ont tout à perdre avec des gros changements comme Gutenberg et qui pourtant sont allés à fond dedans. Donc, on a reçu Fred la dernière fois, il nous avait expliqué ça, hein, c'est il estimait de ne pas avoir le choix de suivre le cœur. ACF l'a fait un peu au début à reculons, mais en fait l'a fait super bien parce que les ACF blogs du coup sont une très très bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas les compétences ou ne souhaitent pas les avoir ou n'ont pas le temps de les avoir, de faire du React, de créer des blocs pour Gutenberg. Et ça, c'est vraiment génial pour le coup. Est-ce que c'est indispensable pour l'écosystème, pour WordPress et pour le succès WordPress? Je ne pense pas. En revanche, est-ce que c'est bien? Oui, c'est juste génial en fait, parce que ça rend la création de blocs accessible à tous, quoi. Et ça, c'est top. Elle n'est pas évidente, hein. Quand tu fais que du React ou quoi, moi je me suis formé pour pouvoir écrire ma formation et puis pouvoir faire mes propres blocs et découvrir le truc. Ça a pris du temps. Et jusqu'à la fin de la phase de développement, avant qu'il sorte Gutenberg, il y avait des changements dans le cœur, des dépréciations qui sont arrivées assez tard. Et je pense que c'est pour ça que certains développeurs de plugins comme ACF, ils disaient on va attendre que ça soit bien stable avant de se mettre au développement dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont tardé, je pense. Mais ouais, ils ont dû faire une mise en conformité très rapide pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est vrai que mon bloc plugin, il contacte des API, donc j'ai besoin de le faire sur mesure. Mais la plupart des autres blocs, le testimonial par exemple, ou le bloc alerte ou conseil, j'aurais pu très bien le faire avec du ACF. La doc est tellement bien faite et ça ne nécessite pas du coup de JavaScript que du PHP, qu'un développeur qui a fait du PHP toute sa vie, qui a pas envie de se mettre à React et sa complexité, c'est du pain béni, quoi. Ouais, ou ça peut servir si tu dois faire un site vite fait, parce que derrière, voilà, il y a des contraintes de temps, etc. C'est sûr que du coup, avec ACF, tu peux faire des blocs. Donc, tu es dans ton Gut, tu es dans l'éditeur avec l'expérience de l'éditeur, qui est un peu diminuée parce qu'un bloc ACF, c'est difficile quand même d'avoir la même expérience qu'un bloc sur mesure. Voilà, fait pour, etc. Mais cela dit, au moins, ça permet d'aller vite, voilà, si tu manques de temps. C'est aussi un autre cas de figure où ça reste intéressant. En termes d'ergonomie, c'est quasiment pareil. T'as presque le temps réel. T'as les champs qui sont sur la droite et t'as l'aperçu quasi temps réel, donc ça va. Je veux dire, sur une question purement de rentabilité pour une agence, si elle n'a pas un gros budget, elle pourra avoir une UX quasiment aussi bien, pas aussi bien, mais pour un temps de développement beaucoup plus court. Donc c'est. Contrairement à ce qu'on disait au début, là, au niveau UX, on perd par rapport à faire les choses en native. Un petit peu. Après, le truc, c'est qu'il faut voir où est le curseur, en fait, comme toujours, et il faut prendre des décisions en fonction de ça. La question, moi, que je dirais aux confrères, aux consoeurs qui utilisent du coup ACF pour faire des blocs, c'est effectivement, là, tu restes dans ta zone de confort, du coup, et ça te permet de faire des blocs sans avoir à apprendre React, etc. Est-ce que c'est une bonne solution à long terme? Il faut se poser la question. Et prévoir, tout en continuant à utiliser ACF pour faire des blocs, prévoir de se former un petit peu à React, etc. Parce qu'à un moment donné, ça deviendra incontournable. Moi, je pense que c'est ça la bonne approche dans ce cas-là. C'est clair que c'est pas facile de réapprendre des nouvelles choses, etc. hein. Mais en même temps, depuis qu'on est petit, j'ai envie de dire qu'on nous a dit que dans l'informatique, de toute façon, le métier que tu faisais, 2 ans plus tard, il n'existerait plus. C'est pas exactement vrai, hein, heureusement. Mais c'est vrai que voilà, il faut apprendre des nouvelles choses. Au moins les planifier sur le long terme, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être conclure ce débat. Je ne vais pas annoncer de vainqueur. Les auditeurs les auditeurs vont se faire leur avis. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que ACF a été, en tout cas, assez incontournable. On ne saura pas s'il a fait le succès de WordPress ou non. De toute façon, ce sera compliqué d'avoir un résultat réaliste. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires du site ou de Twitter et autres réseaux sociaux pour avoir votre avis, savoir dans quel camp vous vous retrouvez.
Et on va faire la transition qui va bien, puisqu'on va parler avec Rachel, on va parler des patterns GUT. Oui, alors les patterns GUT, c'est une nouveauté dans l'éditeur Gutenberg qui est là depuis quelques versions. Donc c'est encore en cours de développement. Donc sur la version de développement de Gutenberg, le plugin qui est la bêta de Gutenberg, enfin l'extension. Donc pas encore pour ceux qui sont à jour de WordPress, ils n'ont pas encore la fonctionnalité. Je ne sais pas si elle est prévue pour 5.5, je crois que c'était en débat encore. Quand est-ce qu'elle arrive? 5.6 En débat. Oui, il me semble que c'était en débat. Donc les patterns, pour bien comprendre, c'est des propositions d'assemblage de blocs ou de blocs tout court avec un design. Une mise en forme. Une mise en forme, voilà. Donc, il y en a quelques-uns qui sont proposés nativement. Voilà, des mises en page avec des listes, une liste numérotée, il y a de mémoire, il y a des images en galerie, enfin plusieurs. Voilà, en gros, ceux qui sont proposés, c'est que des mises en forme qui sont possibles de faire avec les blocs natifs et les options natives, mais déjà préfaites. En fait, c'est un peu des ensembles de blocs préfabriqués. Là, les patterns, c'est plutôt le template est plus macro et le pattern, c'est un élément du template. Disons que c'est une section plutôt. D'accord. Voilà, la différence avec un bloc réutilisable, c'est que le pattern, il est plutôt, moi c'est mon point de vue de développeuse, mais le pattern, il est plutôt à destination des développeurs. C'est les développeurs qui vont les créer, les développeurs de thèmes, je pense, qui vont créer des patterns dans les thèmes. Et alors que les blocs réutilisables, c'est vraiment c'est les utilisateurs qui les créent. Bon, ça pour moi, c'est la différence. Après, l'autre grosse différence, c'est que il y a une histoire de synchronisation avec le bloc réutilisable. On peut désynchroniser le contenu. Le pattern, c'est pas ça. Le pattern, c'est on choisit donc dans le sélecteur de blocs, on a un onglet pattern. En tout cas, actuellement, c'est comme ça dans la version bêta. Et on choisit son pattern, donc ça l'affiche avec du contenu Lorem Ipsum et qu'il faut modifier derrière. Mais il n'y a pas d'histoire de synchroniser le contenu ou quand tu Oui, on est un plus pattern, sur un modèle ou un patron en fait. Qu'on avait une utilisation peut-être détournée du bloc réutilisable où on pouvait prendre un bloc réutilisable où on avait déjà créé plus ou moins un pattern, on le désynchronisait pour pouvoir remettre un nouveau contenu. Alors qu'aujourd'hui, du coup, il y aurait les patterns qui permettraient déjà ça de base. Et on aurait les blocs réutilisables qui auraient vraiment leur fonction de base, c'est j'utilise plusieurs fois le même bloc et que je peux le synchroniser une seule fois. Là où les patterns, à mon avis, serviront pour l'utilisateur, c'est que moi, dans mon idée de comment je l'imagine quand ça sera là et quelle utilité on en fera en tout cas nous dans l'agence, ça sera les développeurs de thèmes qui proposeront des patterns directement dans le thème, des mises en forme, alors que les blocs réutilisables, c'est côté éditorial, c'est après coup. Et là où c'est pratique, c'est qu'on peut coder des patterns, c'est très très simple, et mettre ses propres classes et du coup avoir des styles associés, ce qu'on n'a pas quand on fait un bloc réutilisable. Si par exemple on veut mettre c'est pas une animation JavaScript en plus, on n'a pas ça dans les options d'un bloc. Par exemple, même des blocs un peu compliqués, on ne peut pas rajouter pas des choses qui slide, des toggles, etc. Alors que là, on aura un pattern qui embarque avec, parce qu'il a des classes identifiant appropriées, plutôt des classes d'ailleurs, qui embarquera directement dans la feuille du style ou dans le JavaScript du thème, des interactions et du style. Pour préciser, du coup, les patterns du coup, seront accessibles en termes de déclaration. Pour déclarer un pattern, du coup, directement en PHP, donc il n'y a pas besoin de faire de React. Oui, ça, c'est et ça, c'est un point aussi intéressant sur la partie montée en compétences. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui, pour le coup, sera accessible en PHP sans connaître React. Et donc, PHP, c'est en WordPress, pas en PHP. Ouais, voilà. Si je fais le lien avec notre débat précédent et avec ACF, du coup, on peut imaginer que ce pattern va remplacer ce qu'on utilisait. Alors, Maxime et moi, pour une fiche de jeu vidéo ou une fiche de recette,
on peut imaginer qu'on va déjà donner un pattern par défaut pour un custom post type, par exemple recette, et que quand on va ouvrir une nouvelle recette, on aura déjà ce pattern qui sera défini et qui finalement nous va déjà orienter l'éditeur, la personne qui va rédiger, sur des blocs où il y aura marqué ingrédients, temps de cuisson, etc. On sera déjà sur peut-être, ça répondrait à cette demande d'avoir quelque chose de plus visuel, mais quand même d'orienter pour pas perdre une mise en forme. Dans ce que tu décris exactement, oui, si on couple ça avec des templates, après on perdrait le côté traitement des données qu'on peut faire avec des champs ACF pour ensuite faire des tri par catégorie et appeler des contenus ailleurs, etc. Ça, on perd forcément. Ça reste dans le contenu. Ça reste dans le contenu. Donc, s'il n'y a pas cette idée-là, après, de vouloir faire une recherche avec des filtres par ingrédients, et que c'est juste dans le contenu, oui, ça peut carrément faire l'affaire. Le pattern plus le template pour que le template Gutenberg pour que dès que tu crées ton nouveau type de publication, tu aies déjà les blocs mis en page, disposés, voilà. Bon bah écoutez, donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Tu peux nous redire si on veut le tester, comment on fait? Il faut installer l'extension Gutenberg, voilà, qui est disponible sur Repo, qui est la version bêta de Gutenberg sur laquelle travaillent les développeurs, donc elle est pas stable. La dernière fois que j'y suis allée dessus, il y avait un bug sur le bouton ajouter. Je pense que depuis il a été réglé, mais c'était juste un petit bug esthétique. Voilà. Bon, et ben écoute, merci Rachel pour cette présentation et cette petite astuce, hein, donc, dès que ça sortira. Encore merci. Maxime, je te remercie d'avoir été présent sur cet épisode. Tu veux nous redonner un peu les noms des sites sur lesquels tu bosses, formation et autres? Ouais, merci de m'avoir accueilli pour ce débat, c'était très intéressant. Je suis ravi qu'on ait gagné haut la main en pensant que CF. Et du coup, mes deux sites principaux, c'est Capitaine WP pour si jamais vous voulez apprendre justement à faire un thème sur mesure. Il y a toute la partie gratuite de la formation développeur de thème qui va vous apprendre les bases qui sont importantes pour comprendre comment utiliser ACF après. Hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, une fois que tu as fait tes champs, il faut savoir où c'est qu'on va les afficher dans le template. Et il y a ce petit principe de template hiérarchique qui est une belle complication, hein, quand la première fois qu'on voit le schéma. Je l'ai simplifié sur mon site, j'ai fait des schémas simplifiés pour mieux comprendre. Et du coup, il y a une formation ACF aussi en 20 cours, hein, très rapide pour maîtriser tous les champs et toutes les astuces. Et mon autre site, c'est WP Chef pour ceux qui, justement, ne veulent pas s'embêter à faire du technique avec WordPress, utiliser des constructeurs de pages et faire des sites de qualité professionnelle. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des choses à dire sur la communauté, les meet-up, parce que c'est encore un peu tendu là en termes de rencontres? Les meet-ups, c'est chaud. Par contre, une info sur le WordCamp Paris qui a reporté à 2021, hein, donc annulé, l'édition 2020. Ouais. Et un mot sur Genève qui, a priori, maintient pour septembre ou octobre, je ne sais plus. Donc, le WordCamp Genève, a priori, aura bien lieu. Hein. Maxime? Ouais, je crois que ça a été maintenu, ouais, mais j'ai pas de nouvelles concernant les dates. Je crois qu'on a reçu un mail. Ah bon, c'est vrai? T'étais dans le truc aussi, non? Ben ouais. Dans le truc. Dans le truc, ouais, enfin dans les orateurs, quoi. Écoute, je l'ai pas reçu, alors ils m'ont viré. Ah mais ils sont très sages. Ils sont très sages en Suisse. En Suisse, ils vont respecter les distances et tout. Mais bon, il n'y a pas que des Suisses qui y vont, c'est ça le truc. Ouais. Donc, il y a des salopards de Français. À suivre. Comme nous. Merci à tous pour cet épisode. J'espère que ça aura été pas trop technique pour l'ensemble de nos auditeurs. J'espère que ça vous aura apporté aussi et suffisamment technique pour les autres. Ça a apporté de l'eau à votre moulin et vous faites une idée ou pas d'ACF. Encore merci à tous et à très vite. Merci. Merci. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Ciao.